Alors bonjour et bienvenue à cette conférence du CEF par un chercheur du CEF qui n'est pas du CEF. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Bélanger, qui est chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, donc l'autre CEF de Montpellier, qui est un centre où, pour avoir séjourné pendant un an dans un institut qui était à quelques centaines de mètres du CEF, j'ai côtoyé un certain nombre de personnes du CEF et j'ai pu voir l'intensité et le dynamisme des recherches qui sont faites là-bas. Et donc, Monsieur Bélanger, je ne vous ferai pas son CV, ça va éviter que je parle trop, comme ma voix n'est pas en bon état aujourd'hui. Et Jean-Michel me disait que de toute façon, il a inscrit les informations sur sa diapo. Alors, je vais simplement me contenter de vous réitérer d'une part, de le remercier d'être passé chez nous. Donc, M. Bélanger est à Québec dans le cadre du congrès 2019 des fédérations de cercles de mycologues du Québec. Et on m'a dit qu'il avait un horaire très chargé. Je pense que beaucoup de gens veulent avoir accès à son expertise. Alors aujourd'hui, il va nous parler de diversité et de valorisation de champignons macromycètes de la région de la Méditerranée. Alors, bonjour. Merci Louis pour cette présentation. Oui, effectivement, donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait au laboratoire sur les thématiques qui me sont chères, donc qui concernent la diversité des macromycètes méditerranéens. Alors, je vais faire une présentation un petit peu générale des activités du laboratoire. Ce que je fais moi en particulier sera intégré dans ce que je vais vous présenter. Et puis, je terminerai sur une petite présentation des projets du laboratoire pour les prochaines années. Alors, j'ai prévu effectivement une petite présentation de mon parcours parce qu'il n'est pas typique, il n'est pas régulier, donc ça nécessite peut-être quelques explications, sinon on ne comprend pas trop pourquoi je fais ça. Là, je vous ai mis une petite présentation du laboratoire dans lequel je travaille. Donc, c'est pas un bâtiment aussi joli qu'ici, hein, c'est un très vieux bâtiment des années 60. C'est très moche de l'extérieur, ça ressemble à un de ces vieux labos des universités françaises. Simplement, à l'intérieur, c'est complètement différent. Il y a effectivement, comme le disait Louis, beaucoup de gens passionnés, très spécialisés sur leur domaine qui sont en gros qui concernent toutes les branches de l'écologie, de la diversité, de la biodiversité. Donc les principales thématiques de ce laboratoire, au moins depuis une dizaine d'années, concernent la biodiversité, l'impact aussi des changements globaux qu'on connaît sur cette biodiversité. Et les principaux terrains de jeu des personnes qui sont dans ce laboratoire, il y a à peu près 300 chercheurs quand même au CEF. Alors on dit CEF, donc chaque fois je vais dire CEF, ça sera mon CEF, hein, celui avec un E à la fin. Et le principal terrain de jeu des chercheurs dans ce laboratoire, c'est les écosystèmes méditerranéens, mais aussi tropicaux. Donc il y a un peu les deux aspects qui sont développés au laboratoire. Alors moi, j'ai effectivement pas du tout eu un parcours classique dans le sens où j'ai pas eu de formation ni à l'écologie ni aux sciences de l'environnement. Je suis issu de l'université de Montpellier, j'ai fait toutes mes études à Montpellier, mais je me suis principalement intéressé à tout ce qui était biologie cellulaire, moléculaire, avec une visée plutôt sciences biomédicales, donc pas du tout écologie environnement. Et j'ai été recruté en 2004 dans un laboratoire voisin de celui-ci, sur le même campus, mais complètement sur des thématiques complètement différentes. Où à ce moment-là, en 2004, j'ai développé l'utilisation d'un modèle que j'avais utilisé pendant mon stage postdoctoral, le nématode Caenorhabditis elegans. Bon, je ne sais pas si ça vous est familier, mais c'est un modèle extrêmement bien connu par les généticiens parce que ça permet de tester la fonction de tout un tas de gènes impliqués dans le développement d'un organisme et puis dans tout un tas de pathologies. Ça permet de vraiment tester l'implication des gènes dans des processus pathologiques. Donc moi, je me suis surtout intéressé à partir de cette année-là, avec ce modèle-là, à regarder disons les mécanismes de développement des maladies neurodégénératives, donc le fonctionnement du système nerveux aussi, mais donc pas du tout les champignons encore à ce moment-là. Et les champignons, moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout gamin, hein, depuis les années 80. Sans doute que ça va m'accompagner jusqu'à ma mort. Et
et peut-être même après, parce que les champignons, ils aiment bien aussi s'occuper de nous après. Mais donc là, ce que vous voyez, c'est juste une photo d'un des champignons, on va dire, assez emblématique de la région méditerranéenne, qui est de mon point de vue un des plus beaux champignons, mais ça, tout le monde ne partage pas mon enthousiasme pour les cortinaires. Enfin, il y a au moins une personne ici qui la partage. Donc c'est un très très beau champignon. Moi, je suis toujours autant fasciné par ces fructifications-là qui m'ont capté très tôt et qui m'ont poussé à étudier la diversité des champignons dans le cadre associatif. D'abord un peu tout seul et puis ensuite dans le cadre associatif. Et de plus en plus au fur et à mesure où j'ai grandi. Donc en fait, à cause de cette passion ou grâce à cette passion-là, j'ai établi des contacts de plus en plus rapprochés avec une des équipes qui travaillait au CEF dans les années 2000-2010, et notamment avec un chercheur là-bas, enfin un maître de conférence qui s'appelle Franck Richard, qui lui aussi avait un parcours atypique puisqu'il était d'abord forestier, puis ensuite il s'est formé à l'écologie. Et Franck faisait partie d'une des équipes du CEF, et il s'intéressait à la dynamique des écosystèmes fongiques méditerranéens. Donc en gros, l'association arbres-champignons dans les écosystèmes méditerranéens. Et en fait, à force de discuter, de collaborer plus ou moins informellement, plus ou moins amicalement, on a fini par publier des articles ensemble, alors que j'étais encore dans l'autre laboratoire. Et puis, bon, dès que j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie, j'ai rejoint leur équipe en 2012, enfin 2013 formellement. Et donc, depuis 2013, je suis dans ce laboratoire qui, en gros, la thématique générale de l'équipe, au moins à ce moment-là, en 2013, c'était les interactions biotiques. Alors, c'est très large, interactions biotiques, ça concerne les interactions entre, par exemple, champignons et arbres, mais ça peut concerner aussi les insectes pollinisateurs et puis les plantes à fleurs. Ça peut concerner les plantes et les champignons et les fourmis, les figuiers et les pollinisateurs de figuiers. Bref, tout ce qui va impliquer l'interaction de différents types d'organismes dans des écosystèmes font l'objet d'études dans cette équipe-là, interaction biotique. Alors j'ai marqué ici 2013-2019 parce que depuis cette année, Franck, donc voilà une photo de Franck Richard, mon collègue, qui vient d'avoir depuis l'an dernier un poste de professeur des universités. Donc sur cette lancée-là, il a décidé de monter sa propre équipe. Donc on est en plein dedans en fait. Et cette équipe va plus particulièrement s'intéresser donc alors on a changé un peu le titre et on s'intéresse maintenant un peu plus officiellement à la taxinomie, ou taxonomie, parce que ça fait quelques années qu'on a montré qu'il y avait pas mal de choses à faire sur ce côté-là, notamment avec les champignons, et la biogéographie des interactions. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur parce qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'en région méditerranéenne, il y a des déterminants biogéographiques qui permettent d'interpréter la dynamique des écosystèmes. Et c'est quelque chose qu'on veut explorer un petit peu plus dans l'équipe. Alors, une brève présentation des membres de cette équipe, parce que ça a l'air un peu de partir dans tous les sens, mais il y a quand même une cohérence par rapport à ces dynamiques des interactions biotiques. Donc Franck, je disais, c'est un spécialiste des écosystèmes fongiques méditerranéens. Et c'est le chef d'équipe, entre guillemets. Il n'y aura pas vraiment de chef dans les équipes françaises, mais c'est quand même lui le patron, administrativement parlant. On a ensuite un chercheur qui s'appelle Rumsais Blatrix, qui travaille, lui c'est un spécialiste des fourmis, donc il s'est pas mal intéressé aux interactions plantes-fourmis et aussi champignons-fourmis. Bon, son terrain de jeu, c'est aussi la Méditerranée et les tropiques. On a un autre professeur là, de la faculté de Montpellier, Thibaut Descamps, qui est un spécialiste mondial des vers de terre, de façon plus générale des invertébrés du sol. Lui, il travaille surtout sur les tropiques. Un botaniste méditerranéen qui enseigne à l'université, Arnaud Martin. Donc lui aussi, il est important parce qu'il a un réseau de collaborateurs assez développé autour de la Méditerranée. Donc il nous donne accès à pas mal de terrains et de collaborateurs. Et puis on a Lise Roy, qui est la seule fille de l'équipe, mais elle aussi, elle est assez atypique parce qu'elle a un parcours incroyable. Et elle s'est spécialisée dans la biologie et la diversité des acariens. Ça peut paraître bizarre, mais si vous n'êtes pas au courant, en fait, les poules sont régulièrement confrontées à des problèmes de contamination par des acariens. En fait, c'est un parasitage. C'est un vrai problème économique qui coûte énormément d'argent aux producteurs d'œufs. Et on essaye de trouver des moyens de lutte contre ces acariens. Et Lise a développé toute une stratégie autour de la lutte biologique. Donc, elle regarde un petit peu quels sont les prédateurs naturels de ces acariens et comment on pourrait en favorisant ces prédateurs, essayer de limiter l'impact de ces acariens sur les poules.
Alors, ce n'est pas anecdotique, hein, c'est des millions d'euros qui sont concernés là. Mais bon, vous voyez bien le lien commun dans toutes ces personnes-là, c'est vraiment les interactions biotiques et comment ça forge ou ça impacte les écosystèmes. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'équipe. Alors là, on ne voit pas trop le titre, mais j'ai prévu de vous présenter donc, dans un premier temps mes centres d'intérêt principaux, mes centres d'intérêt propres et comment ils s'intègrent dans les thématiques de l'équipe. Donc là, ce qui est écrit en haut que vous ne voyez pas, c'est la biodiversité fongique méditerranéenne. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qui m'intéresse dans mon métier, mais je pourrais même dire dans la vie, malheureusement pour ma famille, hein, c'est une passion assez prenante, trop. Mais cette biodiversité, j'espère que je ne suis pas enregistré, parce que si ma femme voit ça, ça va barder. Donc cette biodiversité fongique méditerranéenne, en fait, je l'ai déclinée au niveau de ma recherche en 3 grandes parties. Une première partie qui est vraiment là pour le coup axée sur la taxinomie, donc comprendre un petit peu les limites entre les espèces parfois très proches de champignons. Ça c'est important parce que c'est à la base de tout le reste. Bon, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, mais si on ne comprend pas les limites d'espèces, c'est très difficile de savoir quel est l'impact de ces espèces sur les écosystèmes. Donc ça c'est vraiment la base de ces disciplines-là. Et en mycologie, on manque vraiment d'informations là-dessus. On y travaille beaucoup, mais on manque vraiment d'informations. Alors les principaux groupes sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent et sur lesquels on continue disons, à faire un petit peu plus d'efforts, pour des raisons à la fois scientifiques et puis d'opportunité, c'était les morilles, donc le genre Morchella. Une grande famille de champignons, mais qui n'est pas forcément très connue du grand public, les Lyophilacées. Un énorme genre, le plus grand genre de champignons en nombre d'espèces, les cortinaires, le genre Cortinarius, qui est un genre ectomycorhizien, donc il forme des associations symbiotiques avec les arbres, donc il a évidemment un impact très important sur les forêts, notamment ici à Québec. Et puis les bolets au sens large, donc là aussi on travaille dessus parce que c'est un groupe qui est très très représenté en région méditerranéenne. Pas que, hein, je sais que vous en avez aussi beaucoup ici, d'ailleurs pas les mêmes. Mais dans les régions méditerranéennes, c'est un groupe de champignons très important qui est aussi consommé, qui a aussi un impact économique important et qui se prend le réchauffement climatique qu'on subit en Méditerranée de plein front. Donc c'est un modèle aussi pour nous de mesurer ces conséquences écologiques du réchauffement climatique. Bon, on a aussi quelques autres petits groupes comme ici les Elaphomyces, ça c'est plus de l'opportunisme, on a des collaborations avec des gens qui travaillent super bien certains groupes. Alors on leur apporte notre soutien, disons, moléculaire pour produire des révisions taxonomiques et mieux comprendre la diversité de certains groupes. Bon, il y en a d'autres, hein, mais je n'ai pas tout montré là. Un deuxième axe de recherche que je développe pour le coup moi seulement dans l'équipe, c'est la valorisation biomédicale et phytosanitaire des champignons. Alors, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus parce que ça fait partie de projets qui sont soit en phase ou en cours de brevet pour certaines molécules, soit qui font l'objet ou qui vont faire l'objet de développement industriel. Donc je ne peux pas trop m'étendre, mais disons, l'idée à la base de cette valorisation, c'est quoi? C'est de faire des extraits de champignons à partir d'un maximum d'espèces qu'on trouve en région méditerranéenne. Donc ça, c'est en fonction des opportunités de récolte, soit personnelles, soit de membres des associations mycologiques auxquelles que je fais participer à ce projet-là. Donc on ramasse en gros des collections bien déterminées de champignons méditerranéens. On fait des extraits méthanol, acétone, enfin des extraits organiques. Et à partir de ces extraits, on va faire des cribles, donc des tests de l'activité de ces extraits-là sur différents types de tests. Alors ça peut être des tests par exemple sur l'activité neuronale, ça peut être des tests sur l'activité antibiotique contenue dans ces extraits de champignons, ça c'est pour le volet biomédical, mais ça peut être aussi l'activité de ces molécules, enfin de ces extraits de champignons contre des agents phytopathogènes, des cultures, hein, ou alors même contre des bois, contre des pathogènes des bois de charpente par exemple. Donc on a vraiment des applications qu'on essaye de développer le plus largement possible à partir de ces collections qu'on fabrique directement au laboratoire. Le troisième volet de mes activités, alors là il est plus un volet de support par rapport à des choses que font d'autres personnes de l'équipe, parce que c'est moins mon cœur de métier à moi, c'est dans les écosystèmes méditerranéens essayer de comprendre un petit peu le rôle de ces champignons et de la diversité des champignons dans ces écosystèmes.
Alors, on a pour l'instant principalement travaillé et on a des projets sur 3 types d'arbres. Le pin laricio, qui est un pin qui est plutôt méditerranéen et le pin principal dans les hautes altitudes en Corse. Donc, c'est un de nos terrains de jeu aussi, la Corse. Bon, il y a des endroits plus désagréables pour travailler aussi, il faut le reconnaître. On a le chêne vert, donc vous connaissez probablement pas d'ici, mais qui est l'essence principale dans les forêts méditerranéennes, en tout cas autour de Montpellier, sur le pourtour nord. Et puis on a le hêtre, Fagus sylvatica, qui est une nouvelle, fait partie des nouveaux projets qu'on développe avec différents partenaires que je présenterai par la suite. Donc voilà en gros les grandes thématiques qui structurent mes centres d'intérêt, taxinomie fongique. J'ai pas détaillé intégrative là. C'est un mot, je pense que vous savez ce que ça veut dire, mais tout le monde ne le sait pas. Taxonomie intégrative, c'est parce que dans notre vision de la taxinomie, on ne peut pas dissocier les approches moléculaires, phylogénétiques modernes qu'on voit arriver en mycologie depuis une quinzaine d'années, du savoir classique des mycologues qui ne sont pas forcément des généticiens, mais qui sont des experts de terrain qui ont travaillé et qui continuent à travailler depuis des années sur la description de cette biodiversité. Donc, notre façon de travailler, ça a toujours été d'associer nos compétences en analyse moléculaire avec les savoirs, disons, plus classiques des taxonomistes experts de leur groupe. Donc, c'est systématiquement comme ça qu'on travaille. On associe des gens non phylogénéticiens avec notre savoir-faire phylogénétique. Donc, il y a même à Québec des gens qui savent de quoi je parle parce qu'ils sont nos collaborateurs privilégiés pour certains de nos travaux. Alors, je vais développer un petit peu chacun de ces volets-là au travers de quelques exemples. Donc, en taxinomie intégrative, je vais vous parler de 2 choses. La première, c'est d'un programme je ne sais pas comment on peut appeler ça, un programme d'accompagnement des mycologues amateurs. Alors, je sais pas, j'aime pas trop ce terme de mycologue amateur, mais il se trouve qu'en France, en Europe et je pense un peu partout dans le monde, les mycologues, ceux qui détiennent le savoir sur la diversité des champignons, c'est avant tout des non-professionnels. C'est des gens qui se sont intéressés aux champignons pour plein de raisons, mais ce n'est pas des professionnels de la mycologie pour la plupart. Et il se trouve qu'en France, on a beaucoup de ces gens-là qui sont dans des associations de mycologues qui veulent prendre le tournant, on va dire, le train en marche de la phylogénie, des analyses moléculaires, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Pas les moyens, c'est pas tellement financier parce que maintenant faire des analyses génétiques, ça coûte pas si cher que ça, mais ils n'ont juste pas la possibilité de faire analyser leur collection. Et quand bien même ils arrivent à les faire analyser, ils n'ont pas forcément la compétence derrière pour comprendre les résultats qu'on leur retourne. Donc nous, on a depuis quelques années repéré ce problème-là, et on est complètement dépendant de cette communauté pour acquérir le matériel et puis pour avoir leur savoir d'expert. Par contre, il faut qu'on puisse, nous, en retour, leur donner l'accès à ces techniques moléculaires et à ces analyses moléculaires. Donc pour faire ça, ce n'est pas forcément très simple en France parce que l'administration est un peu compliquée. Ce n'est pas comme en Amérique du Nord où si vous avez un peu d'argent, vous faites ce que vous voulez avec. En France, ce n'est pas si simple. Moi, si en tant que chercheur, si je veux faire des analyses moléculaires pour des particuliers, je n'ai pas le droit de recevoir de l'argent directement de ces gens-là. Il faut que je passe par un circuit un peu compliqué. Bon, je vous dépasse les détails de l'administration française, mais en gros, ce qu'on a inventé, parce que je crois que personne d'autre l'a fait avant nous, c'est une espèce de partenariat entre notre laboratoire à Montpellier, qui fait le boulot d'analyse moléculaire, la Société mycologique de France, qui en fait représente un petit peu l'ensemble des mycologues français. Et donc, les mycologues français qui sont affiliés à la Société mycologique de France peuvent envoyer leur matériel à faire analyser à la Société mycologique avec une somme de 12 € qui est le minimum qu'on peut faire payer pour ces analyses-là. Là-dedans, on compte que notre matériel, il n'y a pas du tout notre temps de travail ni rien. Et la Société mycologique de France centralise tout ça, ce qui nous évite de faire ce travail-là, et nous renvoie 2 fois par an un lot d'échantillons à analyser avec le paiement qui va derrière. Donc ça permet de fonctionner. Évidemment, au passage, le CNRS récupère un peu d'argent, hein, c'est normal en France. Donc c'est pas... on est obligé de répercuter ça aussi sur les demandeurs. Mais enfin, 12 € la séquence, c'est très compétitif par rapport à ce qui se fait par ailleurs, en tout cas en Europe. Donc voilà, Mycosec, un programme d'aide et d'accompagnement surtout des mycologues non professionnels pour l'analyse et la publication. On fait aussi une aide à la publication des résultats issus de ces analyses-là. Donc j'ai juste fait une petite diapo pour présenter le bilan de ce programme-là.
parce que je pense que ça peut inspirer aussi éventuellement d'autres territoires. Donc ça a commencé en 2016. On a eu en 2016, donc en bleu, c'est le nombre de séquences qu'on a générées à Montpellier. Et puis en orange ici, le nombre de demandeurs que ça représente. Donc en 2016, on a eu 122 séquences générées pour 16 demandeurs. En 2017, 171, puis 28 demandeurs. 2018, on a encore augmenté, on a 193 séquences produites et 23 demandeurs. Le premier semestre de 2019, bon, bah, c'est ces chiffres-là. Et sur la totalité de la période, on a plus de 600 séquences générées pour 58 demandeurs. Donc on a vraiment l'impression, nous, qu'on répond à une vraie demande parce que ça ne fait que croître. Et puis il y a quand même pas mal de gens qui redemandent et puis de nouveaux qui arrivent. Donc on a une bonne dynamique. On fait zéro bénéfice là-dessus, ça va de soi. Hein, mais nous, le bénéfice, il n'est pas en termes financiers. Là, il est en termes de production de savoir et de diffusion de savoir mycologique. En termes de résultats, on a un taux de succès qui est de l'ordre de 84%, donc 16% d'échecs, essentiellement chez les ascomycètes. C'est beaucoup plus difficile, pour des raisons techniques que je ne vais pas développer, d'avoir des résultats à tous les coups sur les ascomycètes. Plus les collections sont vieilles, évidemment, moins on a de bons résultats. Bon, ça, c'est un peu normal. Et en taxinomie, on a des demandes qui concernent à peu près les mêmes pourcentages qu'à côté pour les basidios, 83%, et les ascos, 17%. Bon, ça, c'est juste quelques chiffres, mais qui nous semblent être des chiffres qui nous encouragent à continuer dans cette dynamique-là, quoi. Alors, le deuxième volet de nos activités en termes de taxinomie intégrative, c'est l'établissement d'interactions, de collaboration avec un maximum de mycologues, pour la plupart amateurs d'Europe, surtout en région méditerranéenne, mais pas que, puisqu'on a des interactions avec des gens qui ne sont pas du tout en région méditerranéenne, et aussi avec des mycologues, dont certains sont dans l'assistance ici, canadiens et d'Amérique du Nord, enfin des États-Unis. Donc là, j'ai juste montré quatre publications, mais on a la chance d'en avoir fait un petit peu plus sur ces dernières années, qui vous montrent les différents types de publications qu'on fait en partenariat avec tous ces gens. Donc on a commencé surtout en 2015 à produire un gros boulot de révision taxonomique des morilles, parce qu'il y en avait vraiment besoin. Et ça, on a fait ça à l'échelle de l'Europe et d'Amérique du Nord. Donc c'est un travail qui est pas mal cité, pas mal lu. Donc je pense que ici au Canada, vous connaissez, vous avez pu croiser cet article-là. Donc c'est en gros une grosse révision taxonomique des morilles à l'échelle du continent, enfin de l'hémisphère nord. C'était un travail vraiment difficile et qui a nécessité la coordination de gens vraiment d'origines différentes, de compétences différentes. Et si je dois citer qu'une personne qui a permis ça, c'est Pierre-Arthur Moreau. Certains d'entre vous le connaissent sans doute. C'est un mycologue extrêmement compétent et assez incroyable, et qui a réussi à justement faire travailler ensemble des généticiens, des mycologues, on va dire classiques et de toutes origines. Donc, travail important qui a donné une suite, on va dire, plus régionale avec cet article publié en 2016 de Michael Loizides. Alors, Michael Loizides, c'est un mycologue amateur de Chypre, donc une petite île méditerranéenne, mais alors, lui, il est incroyable, il fait tout sur son île, il décrit toutes les espèces nouvelles, et c'est un fou de morilles. Et donc, en 2016, on a pu, avec lui, identifier, décrire 2 nouvelles espèces de morilles, et puis faire un état des lieux de la diversité de ce genre à Chypre. En 2017, un travail avec là aussi des mycologues, on va dire, classiques français, et puis des phylogénéticiens, donc l'équipe de Tula, Niskanen, Kareli Matainen, que certains d'entre vous connaissent, qui sont des phylogénéticiens du genre Cortinarius, où là on a fait une révision taxonomique aussi de 2 sections de cortinaires, donc ça a permis de vraiment fixer les choses sur au moins ces groupes-là de cortinaires. Plus récemment, l'an dernier, on a produit un papier sur les hygrophores. Et là aussi, on avait commencé petit, on va dire, sur une espèce trouvée en région méditerranéenne, à Chypre, Hygrophorus meridionalis. Et puis rapidement, on a inclus aussi une espèce nouvelle grâce à une collaboration avec René Leboeuf, ici présente. Et on a décrit comme ça 2 espèces nouvelles, une en Méditerranée et une au Canada, toujours avec cet esprit de collaboration phylogénéticien et mycologue taxonomiste, on va dire non moléculariste. Bon, voilà, c'est juste quelques exemples pour montrer que cette approche-là, elle nous semble pertinente, plutôt que d'avoir une visée purement descriptive avec des phylogénéticiens. Non, on ne pense pas que c'est comme ça que ça va avancer, quoi. Alors, sur le deuxième volet de mes activités sur la valorisation
biomédicale des champignons. Donc je vais pas m'étendre trop, mais je vais juste présenter les principaux partenaires avec lesquels on travaille. Sur la valorisation biomédicale, on a une collaboration avec un institut de Montpellier qui s'appelle l'Institut des neurosciences. Donc ils nous ont testé quelques extraits à nous sur des neurones de la douleur. Et là aussi, on a eu quelques résultats assez prometteurs qu'on n'a pas encore pu vraiment développer autant qu'on voudrait. Et puis on a 2 partenaires de l'Institut de recherche en infectiologie de Montpellier, l'IRIM, qui est sur le même campus que nous, donc c'est très pratique, on est à 100 mètres. Et là, on a vraiment des choses bien plus avancées sur donc la lutte contre les bactéries multirésistantes et certains types de virus. Donc là, je ne m'étends pas malheureusement. Et pareil sur la valorisation phytosanitaire, on a un partenariat avec une entreprise montpelliéraine, une jeune entreprise montpelliéraine qui s'appelle Mycea. Alors eux, ils sont spécialisés dans la santé du bois. Peut-être que certains d'entre vous... ils s'appelaient Alcina, enfin, ils s'appellent toujours Alcina, mais ils ont splitté, enfin ils ont scindé leurs activités en 2. Alcina gardant tout ce qui est santé du bois et des forêts. Et puis Mycea, plus orienté sur la recherche et développement en biotechnologie fongique. Et dans ce cadre-là, il y a un de leurs volets de recherche qui concerne le test des extraits de champignons que je produis sur différents types de phytopathogènes. Enfin, sur le 3e volet de mes recherches, les écosystèmes méditerranéens. Donc là, on a 2 partenaires principalement. On a le Conservatoire botanique national de Corse, avec lesquels on travaille depuis avant que j'arrive au laboratoire, même une dizaine d'années. Et puis depuis peu, les gestionnaires d'une réserve naturelle qui s'appelle la forêt de la Massane, dans le sud de la France. C'est une magnifique forêt méditerranéenne de hêtres complètement relictuelle, en fait, en hauteur, à 800-900 mètres. Et c'est une réserve intégrale, donc il y a un endroit où l'homme ne rentre pas depuis déjà des années. On a des gens là-bas qui font un travail incroyable de suivi des arbres individuellement depuis 10 ans, enfin c'est 20 ans, c'est fou ce qu'ils font. Et donc on a un projet avec eux dont je ne vais pas parler là parce que j'ai pas trop le temps, mais de suivi en fait de la diversité associée au hêtre à tous les stades de son développement, vivant, mort, couché, différents stades de développement, pour voir un petit peu les cortèges saproxyliques associés au hêtre à toutes ces phases-là. Ce que je vais présenter brièvement, c'est une première étude qu'on a publiée en 2017 sur un champignon intéressant, en tout cas pour des personnes qui s'intéressent aux dynamiques forestières. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple aujourd'hui. Donc Xylobolus subpileatus. Je ne suis pas sûr que ça soit un champignon que vous connaissiez tous ici, mais il a un tropisme très particulier par rapport à l'ensemble des champignons, c'est qu'il a l'air d'être spécialisé dans les très vieilles trouées forestières. Alors ça, c'est un travail qui a été initié par Franck et puis un thésard de notre labo, là, Adrien Taudière, puis Arthur Moreau bien sûr, et puis une série d'autres personnes qui ont aidé à initier ce projet. En fait, ça c'est une planche de l'article de 2017. Vous voyez à quoi ressemble ce champignon. C'est pas très spectaculaire, hein, ça ressemble à une croûte plus ou moins relevée, qu'on peut facilement confondre avec plein d'autres croûtes qui se ressemblent beaucoup, donc notamment Stereum hirsutum, qui est un champignon ultra banal qui est partout, qui est de la même famille que lui. Mais quand on fait des analyses moléculaires, c'est très clair, ça c'est une autre espèce. Et on peut d'ailleurs le déterminer sans faire d'analyse moléculaire, parce qu'en général, très près des fructifications, on a ce type-là de dégradation du bois qui est bien particulière. On dit que c'est une dégradation en nid d'abeille. Et Stereum hirsutum ou d'autres champignons ne font pas ça, donc ça permet de signer la présence du champignon. Et donc il est, comme je le disais précédemment, il pousse au moins en Corse, puisque c'est en Corse qu'on a commencé ce travail, enfin qu'on a fait ce travail. Il est vraiment associé aux trouées naturelles qu'on peut voir dans les très vieilles forêts de Corse. Il y en a très peu, hein, des vieilles forêts méditerranéennes de façon générale, il y en a très peu, puisque le bois est exploité depuis très longtemps soit pour faire des mâts de navires ou du bois de construction. Mais on a encore quelques coins, et notamment une réserve en Corse qui s'appelle la réserve du Fango, où on a des très vieilles trouées comme ça, avec des arbres tombés au sol depuis 20, 30, 40 ans. Et ce champignon, on l'a observé là, et quand on a commencé à regarder s'il poussait ailleurs, on s'est rendu compte que non, il était bien spécialisé, et il se trouvait que sur certains troncs couchés. Et quand on a mesuré un petit peu justement l'âge de ces troncs couchés, on s'est rendu compte que le champignon, il avait une probabilité de présence sur ces troncs d'autant plus importante que ça faisait longtemps que le tronc était tombé au sol. Donc on a quelques analyses statistiques. Alors moi je ne suis pas statisticien, donc ça c'est toutes des analyses faites par Adrien, notre super thésard qui est maintenant parti malheureusement. Mais donc je ne vous détaillerai pas les
les spécificités de ces graphes, mais en gros, ce que vous voyez ici, c'est avec la droite, enfin la courbe en noir, c'est que plus vous attendez longtemps après que l'arbre soit tombé, on va jusqu'à 50 ans sur ce graphique, et plus la probabilité de présence de Xylobolus en fructification augmente. Donc on a en gros, en moyenne, hein, ça c'est la médiane plutôt, je crois que c'est 27 ans ou un truc comme ça. Donc c'est beaucoup. Il faut attendre beaucoup pour pouvoir voir ce champignon sur son substrat après la mort de l'arbre et que l'arbre soit tombé au sol. Ça c'est un contrôle, en fait, vous voyez pour Stereum hirsutum, la courbe elle suit une dynamique inverse. Hein. Plus vous attendez et moins vous avez de chances d'observer Stereum hirsutum sur ces arbres-là. Donc on avait l'air d'avoir quelque chose d'un peu spécial là, avec ce champignon. On a confirmé ça en fait alors là, je crois qu'on ne voit pas très bien les couleurs, mais enfin, en tout cas moi je ne les vois pas très bien, il y a du vert et du rouge. Les points en vert en fait c'est les ectomycorhiziens et les points en rouge c'est les saprotrophes. Donc on a comparé cette dynamique cette probabilité de présence là qui est reproduite pour Xylobolus en fonction du temps, et on l'a comparé à ce qui se passe avec différentes cohortes. Alors là vous avez en vert la cohorte des ectomycorhiziens, vous voyez que contrairement à Xylobolus, plus on attend, moins on a de probabilité de présence des ectomycorhiziens. Et pour les saprotrophes, pareil, en rouge. Donc on a vraiment deux dynamiques qui se croisent, et Xylobolus est très particulier. Il fait le contraire de ce que font la plupart des autres champignons, en tout cas sur ce territoire. En bas, c'est grosso modo la même chose, simplement, c'est au lieu d'être le nombre de basidium observés, c'est la richesse spécifique. Donc pareil, en vert, ça va être les ectomycorhiziens, et en rouge, les saprotrophes. C'est un peu moins marqué, mais on a aussi une dynamique qui est plutôt vers la perte de richesse spécifique avec le temps, surtout sur les saprotrophes, par rapport à Xylobolus, qui lui augmente. Donc en gros, la conclusion de cet article qui nous a bien plu en fait d'écrire cet article-là, c'est que Xylobolus est une espèce des vieilles trouées forestières en Corse. Probablement que c'est le cas aussi dans d'autres écosystèmes, mais nous on a travaillé sur celui-là. Et ça c'est important parce que les politiques de conservation de la biodiversité en Corse, elles ne sont pas forcément orientées sur la conservation de ce type-là de milieu. Conserver des vieilles trouées pour des forestiers, enfin, pour des forestiers, sans doute c'est important, mais pour les gens qui sont à la décision, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Donc si on leur donne un argument qui est si vous ne conservez pas ces trouées anciennes, vous perdez de la biodiversité, c'est un argument très fort pour les décideurs. Donc on a l'impression que c'est important de fournir ces éléments de science pour les décideurs politiques. Alors le deuxième exemple de recherche qu'on fait au laboratoire, dont je vais vous parler un petit peu, c'est un travail qu'on a commencé vraiment en 2013 et qui a donné lieu à un article qui a été publié en 2018. Donc Diversity of Foliar Endophytic Ascomycete in the Endemic Corsican Pine Forest. Ça, c'est aussi un travail. Alors j'adore raconter cette histoire parce qu'en fait, d'abord, elle est pas du tout partie de ce que vous pensez. C'est-à-dire quand on lit le titre, on ne peut pas se douter que c'est parti de la question qu'on s'est posée au départ. Et puis, il y a quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'on a finalement publié quelque chose qui n'était pas ce qu'on visait, mais qui a quand même été valable, alors qu'on aurait pu penser que comme on n'avait pas répondu à notre question initiale, tout était perdu. En fait, si on fait l'échantillonnage correctement, on arrive à sauver des fois des investissements scientifiques qu'on pensait perdus. Donc c'est une histoire assez jolie, je trouve. Alors, quelle était la question de base? La question de base, elle était relativement simple. C'était où se cachent les morilles de feu entre deux incendies? Alors ça, vous connaissez les morilles de feu, je pense, parce qu'ici, au Canada, elles sont très, très fréquentes, très abondantes, et je crois que c'est même une ressource qui est assez convoitée. Là, vous avez une photo d'une morille qui pousse, ça c'est en Corse, hein, c'est dans les forêts de pin laricio en Corse, où il y en a énormément aussi, mais c'est toujours la même espèce, Morchella eximia, que vous avez peu ici, je pense, c'est pas la principale dans vos forêts brûlées. Mais ces morilles de feu, ce qui intrigue les mycologues depuis très longtemps, et pas que les mycologues, hein, les écologues de façon générale, c'est qu'elles ne poussent dans les forêts incendiées qu'une seule fois l'année après l'incendie. Donc vous avez un feu en été en Corse, et l'année suivante au printemps, vous avez un tapis de morilles. Vous, je pense que c'est pareil ici. Ça ne pousse pas l'année N+2. Il n'y en a plus. Voilà, il faut qu'il y ait un autre feu. Donc ça, c'était quelque chose d'assez étonnant, parce que si vous avez un incendie une année et puis vous avez un incendie 10 ans plus tard, ça veut dire que pendant ces 10 ans d'éclipse, vous n'avez pas les fructifications de morilles, le champignon il va bien se planquer quelque part. Il ne va pas ressortir de nulle part. Donc
où est-ce que se cache l'inoculum qui est dormant pendant 10 ans en attendant le prochain feu? Ça, on ne le sait pas. Et on ne le sait pas parce que quand on fait des analyses de métabarcoding ou d'analyse d'ADN environnemental dans le sol ou associé aux racines des arbres, c'est ce que nous, on a déjà fait quelques fois en Corse, mais que d'autres chercheurs ont fait de par le monde, on ne trouve jamais dans les racines ou le sol de traces d'ADN de morille entre deux incendies. Donc si elles sont dans le sol, elles sont bien planquées parce que c'est des techniques quand même, vous les connaissez, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est des techniques assez sensibles, donc si elles y étaient, on devrait les trouver normalement. L'autre observation qui est plus des observations là, de terrain, c'est qu'au moins en Corse, dans ces forêts-là, on a remarqué, Franck et Pierre-Arthur avaient remarqué que les poussées de morille étaient souvent à proximité des houppiers roussis. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément ces tapis de morille n'importe où, on les trouve près des houppiers qui sont tombés au sol après l'incendie. Donc il y a l'air d'avoir quand même une espèce de structuration au niveau du sol de l'endroit où poussent ces morilles. Ça peut être dû à plein de raisons, mais c'est quand même quelque chose qu'on a observé. Ce qu'on a observé aussi, ça c'est les gens de terrain qui nous ont fait remonter ça, c'est qu'il n'y a pas de poussée dans les bois qui ont complètement cramé, qui sont complètement carbonisés. Là où le feu est resté longtemps et où vraiment tout a brûlé, où il n'y a plus que des troncs tout morts et puis tout a brûlé au sol, il n'y a pas de morille l'année d'après. Donc il faut que le feu soit passé, mais pas trop fort. Il faut qu'il soit passé assez rapidement. Et puis le dernier point qui nous a intrigué beaucoup, qui a donné, disons, l'idée principale de notre recherche, c'est qu'à cette époque-là, quand on a fait cette hypothèse-là en 2013, il y avait une espèce de morille qui avait été démontrée comme étant endophyte d'espèces de bromus, je crois, en Amérique du Nord, dans l'Ouest américain. Depuis, on sait qu'il y en a 2 autres espèces. Donc en gros, il y a des espèces de morilles qui vivent à l'état endophytique. Donc elles se planquent dans les tissus des plantes sans apparemment causer de dégâts. Donc ça nous a donné la puce à l'oreille. On s'est demandé si, après tout, on ne pourrait pas avoir de l'inoculum de morille dans les aiguilles du pin. Alors l'idée étant la suivante, c'est que la morille, elle se planque dans les aiguilles du pin, elle reste là à l'état endophytique, latent, et puis quand le feu passe, il brûle les sommets des arbres, les houppiers brûlés tombent au sol, libèrent l'inoculum de morille qui pourrait être adapté pour être résistant à ces feux, et il ensemence le sol pour le printemps suivant. Je trouvais ça magnifique comme idée. Ce n'était pas la mienne, mais c'était quand même une très bonne idée. Donc je me suis dit, oui, super projet, on y va, quoi. Et on y va, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire on fait un échantillonnage intelligent, c'est-à-dire qu'on va aller dans les pins lariciaux des forêts de Corse où on sait qu'il y a des morilles à chaque fois qu'il y a un feu de forêt. Donc là, vous avez une photo de nous, ça c'est Franck et moi, au sommet d'un arbre de 40 mètres de haut. Sympa comme mission. Alors les arbres étaient équipés entièrement par des forestiers de l'Office de Corse, donc c'était très bien organisé, ça Franck a fait un super boulot. Donc ils nous équipaient des arbres qu'on avait repérés auparavant, on montait en haut, on faisait des prélèvements d'aiguilles, donc ça a duré 3 jours. Et on a fait ça dans 3 sites de Corse qui produisent des morilles quand il y a des feux, Asco, Verghello, Bavella. Sur chacun de ces sites, on a pris des arbres de 3 âges, des très jeunes, des adultes, et puis des très vieux arbres qui font ce qu'on appelle c'est des tabulaires, ils font des espèces de tables en haut, c'est incroyable. On peut s'asseoir en haut, c'est terrible. Et sur chacun de ces arbres-là, on a prélevé en haut, au milieu et en bas pour voir s'il n'y avait pas une incidence de la lumière, l'exposition à la lumière sur la présence ou pas de l'ADN de morille dans ces aiguilles-là. Et chaque fois, on a multiplié ça par 3, donc ça fait quand même 81 échantillons. Donc ces 81 échantillons d'aiguilles, on a fait une approche de métabarcoding que vous connaissez bien. Donc on va extraire l'ADN à partir de ces aiguilles-là avec des amorces spécifiques pour les ascos. On visait vraiment la morille, donc on a vraiment ciblé les ascomycètes, puisque les morilles sont des ascomycètes. Plus précisément la région ITS2 qui est un petit domaine qui permet de faire la différence entre toutes les espèces à quelques exceptions près d'ascomycètes et de basidio. Donc on a créé ce qu'on appelle une banque d'ADN à partir de ces échantillons-là. Et puis on a soumis ça, classiquement maintenant, parce que ça fait quelques années qu'on fait ça, à une approche d'ADN, de NGS, de séquençage à haut débit. Alors nous, on a utilisé l'approche Illumina, MySeq. Je sais que cet après-midi, il y a une thèse d'un gars d'ici qui a fait ça avec une approche un peu différente, mais enfin la question devait être sans doute un peu la même. Et donc vous êtes familier, je pense, de ces approches-là. Donc on a généré, grâce à ce séquençage à haut débit, 26 millions de séquences. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est 26 millions de séquences, mais c'est juste monstrueux à partir de ces 81 échantillons.
Après toute une série de filtres, évidemment, il faut enlever tout un tas de séquences qui sont douteuses ou de mauvaise qualité ou qui ne sont pas des champignons. En fait, on arrive à générer un certain nombre d'OTU. Donc, les OTU, c'est en gros des espèces phylogénétiques. Hein. Pour l'instant, on ne parle que d'ADN. Donc, on ne sait pas à quoi ressemblent les champignons porteurs de ces ADN-là. Mais en gros, on avait, selon les algorithmes et les outils utilisés, on pouvait obtenir un nombre assez variable de ces espèces phylogénétiques. Et on a retenu, nous, disons le chiffre le plus bas, qui était de 650. Donc, dans tous ces échantillons-là, on a eu en tout, au minimum, je dis bien au minimum, 650 espèces phylogénétiques présentes à l'état endophytique dans ces aiguilles. Ce qui était juste monstrueux, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas du tout qu'il y avait autant d'espèces présentes dans les aiguilles de pin laricio. Mais bon, là, la question qu'on se posait, c'est l'hémorroïde dans tout ça. Où est-ce qu'elles sont? Combien il y en a? Vous avez une idée? Qui c'est qui peut faire un pronostic? Ah oui, évidemment, vu le titre de l'article, vous vous doutez bien, j'aurais pas dû mettre ce titre en fait. Oui, 0 séquence. Alors là, c'était un peu la douche froide parce que nous, on était parti faire tout ce boulot-là pour trouver la morille, et là, 0 séquence de morille. Puis là, on rigole pas, on a une approche qui est quand même 26 millions de séquences, donc c'est pas, on l'a raté. Là, on est sûr que la morille, elle n'y est pas. Elle n'est pas en tout cas dans les aiguilles qu'on a analysées. Elle peut être ailleurs, hein, peut-être dans les écorces, elle peut être mais elle n'est pas dans les aiguilles. Alors c'est une information qui est importante pour nous parce que maintenant on sait où il faut chercher, en tout cas où c'est plus la peine de chercher. Mais publier ça, vous le savez tout comme moi, c'est très difficile. Publier un résultat négatif, ça se fait très difficilement. Heureusement, et c'est pour ça que j'aime bien ce travail-là, c'est que comme l'échantillonnage avait été quand même très très bien pensé par Franck, hein, c'est quand même lui qui a été à la base de ça, on a pu rebondir, et on a pu rebondir en faisant une analyse de cette communauté, là, cette diversité associée au pin laricio endophytique. Donc ça, c'est juste une représentation un peu de... là, vous avez tous l'arbre phylogénétique des différentes lignées d'ascomycètes, et vous voyez que les 3 sites, là, Asco, Bavella, Vergello, et plus vous avez des lignes pleines, plus la lignée est représentée dans ces échantillons. Donc vous voyez quand même que c'est assez hétérogène. Il y a des espèces qui sont présentes en grande abondance et d'autres beaucoup plus rares. Donc c'est assez hétérogène. Alors une autre façon de représenter cette biodiversité-là, c'est cette espèce de figure que je trouve presque artistique, et où vous voyez en fait une association entre les différentes OTU, donc les différentes espèces phylogénétiques représentées par des petits ronds là tout autour, enfin partout vous avez des ronds, donc c'est les OTU, d'autant plus importantes, c'est-à-dire qui contiennent d'autant plus de séquences dans notre échantillonnage que le rond est gros, et qui sont associés soit aux arbres, aux 3 types d'arbres du site ASCO, là, en jaune, donc les jeunes, les moyens et puis les vieux, les arbres du site de Bavella, et puis les arbres ici en violet du Vergello. Et donc à chaque fois que vous avez un lien, c'est qu'il y a une association de cet OTU avec un de ces types d'arbres. Alors bien sûr, vous voyez qu'il y en a certaines de ces OTU, donc ces champignons endophytiques, qui sont associés qu'avec un type d'arbre. Mais si vous regardez bien, c'est des ronds qui sont tout petits, donc il y a très très peu de séquences dans ces OTU. La plupart des grosses OTU, celles qui contiennent beaucoup de séquences, donc qui sont très représentées dans nos échantillons, elles se trouvent au centre là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des champignons endophytiques qu'on a identifiés sont associés à peu près à tous les types d'arbres sur tous les sites qu'on a étudiés. Donc ça, c'était une information intéressante parce qu'on ne pouvait pas le prévoir. Et surtout, ce qu'on voit ici au milieu, c'est que vous avez un CM, l'espèce phylogénétique, en tout cas la plus représentée dans notre échantillonnage. C'est un champignon que vous connaissez forcément ici, c'est Cyclanosma minus. Donc c'est un champignon très très fréquent sur les aiguilles de pin et qui jusqu'à présent était considéré comme un pathogène. Alors peut-être que vous, comme vous êtes des spécialistes de la forêt, vous savez déjà d'autres choses que nous, on ne sait pas, mais ce que ça nous fait penser, nous, cette présence massive de Cyclanosma minus à l'intérieur des aiguilles de pin, c'est que certes, il peut être un pathogène, mais que c'est peut-être simplement un commensal, c'est-à-dire un champignon qui est là au stade endophytique, présent dans à peu près toutes les aiguilles de pin, en tout cas en Corse, et puis dans certaines conditions, l'arbre est plus fatigué, ou je ne sais pas, les conditions climatiques, il va s'avérer être un pathogène. De la même façon qu'on peut avoir des bactéries dans notre intestin qui vont nous rendre malades quand on est affaibli ou quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si le terme de commensal est bien adapté ici, c'est moi qui l'ai mis là en préparant la conférence, mais c'est l'image que ça me donne. Quelque chose qui est là à l'état latent, qui est endophytique, qui ne fait pas de mal, et qui peut s'avérer pathogène dans des cas particuliers. Alors j'ai reproduit ici quelques-uns des graphes qu'on a inclus dans le papier et qui permettent de se faire une meilleure représentation de qu'est-ce qui structure cette diversité endophytique en fait.
Donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail de comment ces graphes sont faits. Simplement, il y a 3 séries d'analyses là qui concernent des marqueurs des indices de biodiversité différents, H0, H1, H2. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, les informations que nous donnent ces analyses-là, c'est que la diversité des champignons endophytiques qu'on a identifiés, elle augmente avec l'âge de l'arbre. Alors, ce n'est pas forcément évident quand on regarde cette partie-là du graphe et cette partie-là du graphe, où on a l'impression que ça ne change pas trop entre les jeunes, les moyens et les vieux pour ces 2 sites-là. Par contre, celui du milieu, qui est le site du Verghello, on voit une nette augmentation de la diversité qui est statistiquement significative quand on va vers les arbres les plus vieux. Donc, à l'échelle globale de la communauté, on a un effet qui est conduit, en fait, dirigé ou biaisé par le Verghello, mais qui montre que plus l'arbre vieillit et plus on a une diversité importante. Le deuxième message en fait de l'article, c'est que la diversité décroît dans un gradient nord-sud. En fait, vous le voyez un petit peu ici. Les 3 sites, là, ça c'est celui du nord, ça c'est celui du centre, ça c'est celui du sud. Vous avez en gros une diversité, quel que soit l'âge de l'arbre, on a une décroissance de la diversité. Donc on a un effet spatial, géographique de la structuration de ces communautés. Un effet pas forcément attendu, il n'y a aucun signe d'effet de l'exposition à la lumière sur cette diversité. On aurait pu penser qu'en fonction de l'exposition, on aurait des communautés différentes, or on ne l'a pas observé sur aucun des sites. Et pareil, ça c'était quelque chose que nous avaient demandé les rapporteurs, mais qu'on a analysé par la suite, c'était que ces résultats-là, là, que je viens de vous dire, ils sont indépendants de la taille des OTU, c'est-à-dire quelle que soit la taille de l'espèce, est-ce qu'on l'a trouvé 10 fois ou 10 000 fois, on retrouve cette tendance-là avec une diversité qui augmente avec l'âge et qui décroît dans un gradient nord-sud. Alors ça, c'est un autre type d'analyse qui permet de mieux comprendre quels sont les déterminants principaux qui expliquent la composition de ces communautés endophytiques. Et donc, en gros, sans détailler ce graphique-là, ce qui ressort, c'est que, comme on peut s'y attendre à partir des résultats précédents, la bêta-diversité, c'est-à-dire la composition des communautés endophytiques fongiques, elle est expliquée au mieux, pas complètement, mais au mieux, par l'effet site et par l'âge des arbres. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a vu précédemment, et pas par l'exposition à la lumière. Donc on a vraiment 2 paramètres qui ont l'air d'être importants pour les communautés endophytiques, c'est l'âge de l'arbre et puis le gradient nord-sud. Voilà, donc ça c'était un petit peu la science que je voulais vous présenter de ces dernières années. Je vais rapidement terminer par les projets principaux qu'on a pour les prochaines années, parce que certains peut-être vont vous intéresser, vous inspirer, je ne sais pas, vous me direz. Donc le premier des projets alors ça c'est plus moi en fait qui suis impliqué là-dedans, c'est, vous ne voyez pas là-haut, c'est la biodiversité fongique des îles méditerranéennes. Ça c'est un travail qu'on a déjà commencé depuis pas mal de temps, parce que notamment on a ce collaborateur dont je vous ai parlé au départ, là, Michael Loisides, qui est à Chypre, donc qui nous permet d'avoir accès à vraiment la diversité des champignons de cette île. Là, vous avez en rouge toutes les grandes îles méditerranéennes. On a pas mal aussi de données sur la Corse depuis plusieurs années maintenant, grâce notamment à Franck et à Pierre Arthur. On a des collaborations un peu plus récentes avec les îles Baléares. Et là, bon, après, on a la Crète, on commence à avoir quelques données aussi, mais on manque cruellement de données, d'informations sur la Sicile, donc on va voir comment on peut essayer de combler ça. On a quelques données sur Malte aussi. Et bon, en fait, les idées, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu, comparer déjà ces biodiversités de champignons là sur ces différentes îles, voir comment elles ont été, qu'est-ce qui peut expliquer cette diversité-là, éventuellement les différences. Donc, dans les effets les plus évidents qu'on peut tester, c'est l'effet fondateur, hein, qui est donc l'effet qu'on voit sur les îles surtout. Donc, c'est un critère, disons, de génétique classique. L'isolement, ça c'est aussi quelque chose qui est propre aux îles méditerranéennes. L'isolement va favoriser soit la radiation d'espèces adaptées à l'île, soit la conservation d'espèces reliques qui auront disparu d'ailleurs, ou l'apparition de nouvelles espèces qu'on ne pourrait pas voir ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut voir. L'anthropisation, bien sûr, hein, l'apparition de l'homme, ça a un effet sur la diversité. Et puis l'histoire géologique aussi, ces îles ne sont pas du tout équivalentes en termes de géologie, donc on veut voir s'il n'y a pas un impact là-dessus. Puis alors après, c'est un petit peu plus tordu là comme raisonnement, mais comme on a aussi des collaborations avec la Nouvelle-Calédonie, qui est une grande île aussi très riche en champignons, notamment en cortinaires, on veut essayer de voir s'il y a des espèces de points communs qui pourraient être liés en fait à l'insularité,
même si évidemment la Nouvelle-Calédonie n'est pas du tout dans un contexte méditerranéen. Donc ça permet éventuellement de tester quels sont les éléments là qu'on aurait identifiés comme est-ce que c'est des éléments qui sont propres à l'ère méditerranéenne ou simplement qui sont liés à l'état insulaire de ces îles. Le deuxième projet qu'on a, qui va démarrer là cette année, on vient d'avoir les financements, donc on est très content. Et ça vous concerne un petit peu ici à Québec parce qu'on a des collaborations potentielles avec des gens du Kamouraska. Je ne sais pas exactement, j'ai une liste à la fin de gens qui sont impliqués. J'espère qu'ils ne sont pas là parce qu'ils vont être vexés que je ne les cite pas, mais ce n'est pas moi qui les ai rencontrés, c'est un de nos collaborateurs qui a monté ce projet, qui les a rencontrés l'an dernier. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est un projet qui vise à la fois à développer la mycosylviculture dans une région de France qui est depuis longtemps impliquée là-dedans. Donc c'est la Haute-Loire, c'est une région dans le centre de la France qui est très riche en champignons. Et c'est là qu'est installé le plus gros producteur de champignons comestibles en Europe, je crois, l'entreprise Bord. Et en fait, ils ont eu l'idée d'essayer de développer des champignons vraiment avec un label local, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'instant. Donc ils veulent développer des champignons en local. Et puis surtout, ce qu'ils veulent, c'est s'adapter au changement climatique. Parce que ça fait des années que cette région-là produit moins de champignons, qui voit les arbres dépérir et les champignons de plus en plus rares. Donc ils aimeraient essayer d'anticiper le changement climatique. Et donc voir est-ce que en introduisant de nouvelles espèces peut-être plus adaptées à la Méditerranée, puisque ça c'est quand même assez montagneux, hein, c'est 1 000 mètres, est-ce qu'on va pouvoir introduire de nouvelles espèces de champignons ou mieux résister au changement climatique. Donc il y a tout un projet autour de ça avec de la mycosylviculture, la mycogastronomie, du mycotourisme. Il y a une cité du champignon même qui veulent monter dans cette petite ville de Saugues en Haute-Loire. Donc c'est un très gros projet. Nous on intervient là-dedans uniquement pour l'expertise en potentiel fongique des sols et des racines des arbres. Hein. Donc on va analyser un petit peu le potentiel actuel des arbres et puis comment on envisage que ça va répondre au changement climatique. Donc on a tout un tas de séries d'expérimentations à faire sur place et au laboratoire. Et puis pour tout l'aspect mycotourisme, mycogastronomie, donc c'est là qu'on a pris des contacts avec des gens du Kamouraska parce qu'apparemment ça se fait pas mal là-bas. Enfin en tout cas il y a des gens qui travaillent là-dessus là-bas. Donc il est possible qu'il y ait un lien fort entre ces deux territoires-là. Mais c'est quelque chose qui va démarrer là. On a 2 bourses, 2 thésards CIFRE, enfin des thésards payés par les entreprises en question et le gouvernement qui vont commencer là au mois de janvier. Donc c'est un projet, je ne peux pas pour l'instant en dire trop, mais c'est vraiment imminent. Et enfin, le troisième projet, pour lequel on attend malheureusement toujours un financement parce qu'on ne l'a pas eu cette année, c'est un projet qu'on a appelé BioNuts. Alors ça concerne le châtaignier. Je ne sais pas s'il y a du châtaignier, je ne crois pas, hein, si vous n'avez pas de châtaignier. Vous en avez? En tout cas, c'est une essence, le châtaignier, qui est extrêmement importante en Europe du Sud. Ça a été une ressource économique très importante dans les derniers siècles. C'est une essence qui est au départ originaire du Caucase, là, Arménie, Géorgie, et puis qui a migré. Alors on sait à peu près bien comment ça s'est passé. Le timing, on le connaît bien. Il y a des traces dans les pollens. Enfin, on sait exactement comment il a migré. Donc il y a eu plusieurs vagues de migration et en fait il a été ensuite cultivé par l'homme. Maintenant il est en Europe de l'Ouest, il est vraiment cultivé dans des parcelles ou alors il a été complètement abandonné, mais il n'est pas présent à l'état purement sauvage. C'est uniquement dans cette région d'origine qu'il est à l'état sauvage. Bon, en tout cas ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'il y a un dépérissement du châtaignier avec notamment une petite guêpe là qui s'appelle le cynips qui détruit complètement les châtaigniers. En tout cas, les châtaigniers produisent plus de châtaignes. Donc ça, c'est vraiment un problème économique dans certaines régions de France et d'ailleurs. Et on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Et l'hypothèse qu'on a, nous, au laboratoire, c'est surtout Franck aussi qui a eu cette hypothèse-là, c'est que peut-être ce dépérissement du châtaignier dans son aire, on va dire, d'introduction, hein, l'ouest de l'Europe, serait dû au fait que quand il a migré, il n'a pas été accompagné par ces symbiontes naturels. Donc ce qu'on se demande, c'est si déjà dans cette région d'origine, on a les mêmes pathogènes, les mêmes fragilités que dans l'aire d'origine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vérifier, qu'on veut tester. Et puis, on veut savoir si, en introduisant dans l'aire ici ouest européenne des champignons qui sont naturellement associés au châtaignier ici dans son aire d'origine, est-ce qu'on ne pourrait pas permettre au châtaignier de mieux résister à ces pathogènes? Donc c'est vraiment une hypothèse qu'on fait qui n'est peut-être pas bonne, mais on veut vraiment tester ça. On a demandé des crédits pour ça. On a failli les avoir cette année malheureusement, mais on attend encore les financements. Voilà, donc je crois que là, je
je vais m'arrêter là parce que j'ai dû encore dépasser mon temps. Je vous remercie de votre attention. Ça, c'est une photo que je trouve absolument magnifique, qui est due à Ita Paz. C'est une spécialiste des Elaphomyces. Donc, ces espèces de petites truffes souterraines qui est pas du tout de la famille des truffes, hein, mais qui donnent des spores absolument extraordinaires. Et en plus, elle et son compagnon font des photos fantastiques. Donc ça, ça pourrait être un poster, hein, pour moi qu'on a mis dans un des articles sur les Elaphomyces. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a le temps pour des questions. Merci, très belle présentation. Ça nous donne une bonne idée de toute une vaste gamme d'activités. J'ai une question concernant le metabarcoding des aiguilles du pain. On voyait sur votre graphique 26 millions de séquences et j'ai cru comprendre qu'il y en a juste 750 000 qui, en bout de ligne, ont été retenus pour les analyses, donc une perte de 96 %. C'est quoi les 96 % de séquences qui ont été éliminées? Le chiffre est assez est énorme. Je ne suis pas habitué de voir autant de séquences éliminées. Oui, effectivement, c'est le pipeline, en fait, c'est le pipeline classique. Alors là, je ne sais pas si on voit bien, mais si je me déplace, on ne va plus me voir, donc je ne vais pas bouger. En fait, c'est le 750 000 qui sont ici, c'est toutes les séquences uniques qui ont été récupérées à partir des 26 millions, une fois qu'on a enlevé les séquences qui sont soit trop courtes, soit trop sales, soit... alors je crois qu'on a éliminé les singletons aussi là, c'est-à-dire les séquences qui sont représentées qu'une seule fois. Donc on arrive à ce chiffre de 750 000 séquences uniques, d'ailleurs qui sont différentes les unes des autres. Sur ces 750 000, on en a qui sont directement par les logiciels, disons, automatiques, là, détectés comme appartenant aux champignons. Donc on a, là, je n'ai pas le chiffre, hein, mais on va dire en gros 500 000 qui doivent être des champignons. Le reste, c'est des espèces qui sont assignées à autre chose que du champignon. Alors très souvent, ça, c'est dû à un peu de fuite, on va dire, des amorces. Hein. Les amorces qui sont censées n'amplifier que les ascomycètes, parfois, elles amplifient aussi autre chose. Mais très souvent, pour moi, avoir regardé certaines de ces séquences-là, c'est souvent des chimères, c'est-à-dire c'est un morceau d'ADN de champignon qui est fusionné à un morceau d'ADN qui n'est pas du champignon, qui est en général la plante hôte, c'est-à-dire le pain. Et ça, c'est détecté par le logiciel comme étant à jeter parce que c'est une chimère. Donc ça, il y en a beaucoup qui ont été jetés comme ça. Certaines ont été récupérées, c'est pour ça que dans le rouge, là, on voit, il y a marqué chimère ici, mais il y en a un tout petit nombre, finalement, des vraies chimères. Ensuite, on a non-ITS séquences. Alors ça, c'est des séquences qui ne sont pas reconnues comme étant de l'ITS. Ça ne peut pas être autre chose, mais simplement la séquence doit être tellement mauvaise qu'elle n'est pas reconnue comme étant de l'ITS. Ici, il y a marqué trachéophyte, donc ça aussi, j'ai des gros doutes que ce soit autre chose que du champignon, mais ça doit être des chimères, non reconnues comme telles. Et après, donc, il y a une partie là, c'est pour ça qu'on voit ici une partie qui revient là dans les champignons, parce que tout ce qui est jaune, enfin vert ici, c'est les champignons. Et combien il y en a? Oui. Donc ici, on a après un certain nombre d'OTU, et ce nombre de 650, comme je le disais, c'est le plus petit qu'on ait obtenu en fonction des types d'algorithmes de clustering. Parce que pour faire ces OTU, en fait, on fait tourner des ordinateurs qui regardent chaque séquence, qui les rapprochent les unes des autres et qui les regroupent en fonction de leur ressemblance. C'est un pourcentage de similitude la plupart du temps. Mais on a des algorithmes qui ont des fonctionnements différents et du coup qui reconnaissent des chiffres, enfin des nombres d'OTU bien différents. Là, vous avez une première méthode là, qui a reconnu 3382 OTU. Ici, une deuxième méthode, 6064. Ici, 233, mais ça, c'était uniquement sur une base de référence qui était toute petite, donc c'est normal qu'il en mette moins. Et puis après, ben, selon les cas, 1300, 642 ou 787. Donc par mesure de précaution, on a pris le chiffre le plus bas. Mais on ne sait pas en fait si c'est pas 1200 ou 3000. On a pris ce truc-là comme étant une sécurité. Alors, par rapport à la question posée, je ne sais pas, je n'ai pas trop de recul sur les autres types d'analyses. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'atypique, ça, d'en perdre autant? Je ne suis pas certain. Je pense que quand on veut être prudent et qu'on élimine les singletons, les trucs pas forcément, dont on n'est pas forcément sûr et tout, on en enlève énormément, quoi. Donc moi, ça ne me surprend pas plus que ça. Okay. Je crois que vous avez peut-être été victime d'utiliser un pipeline pour l'écologie, qui a tendance à être assez conservateur, parce qu'en bout de ligne, seulement les 100 premières espèces sont importantes, tout le restant, c'est
pas assez présent, donc on n'en parle pas. En pâteau, on utilise des pipelines beaucoup plus laxes. Parce que s'il y a une séquence d'un pathogène exotique sur les 25 millions, on la veut. On ne veut pas la perdre, on ne veut pas dans le traitement. Moi, je vous inviterais à peut-être retourner dans votre set de 26 millions puis faire un blast morille dessus, simplement. Puis vous pourriez avoir la surprise qu'il y a peut-être plus de morilles que vous pensez, mais qui ont été éliminés. Non, ça on l'a fait quand même. Sur les morilles, on l'a fait. C'est-à-dire que sur les morilles, on l'a fait parce que c'est quand même ce qu'on cherchait. Donc on s'est demandé, en incluant les singletons, est-ce qu'on a les morilles? Non, on l'a pas. En incluant les 26 millions dès le départ? Alors on n'a pas dû partir des 26 millions parce que là-dedans, il y a quand même des séquences qu'il faut éliminer. Mais je crois que c'est le dernier filtre, c'est le filtre singleton là. Dereplicated. Parce que là, le premier, c'est... je ne vois pas très bien, pardon, je me déplace. Le premier filtre, c'est un filtre de qualité. Donc c'est sûr que là, si on n'enlève pas les séquences de mauvaise qualité, même si on trouve Maury, est-ce qu'on va y faire confiance? Il faut la regarder dans les yeux, la séquence. Mais c'est sûr, on n'est pas parti des 26 millions. On est parti pour chercher la Maury probablement juste après la déréplication. Là. Donc on a dû partir de celui-là ou de celui-là. Effectivement, on n'est pas parti des 26 millions. Mais on s'attendait quand même. Qu'est-ce qu'on va faire d'une donnée où on va trouver une séquence ou même 10 séquences de Maury? C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'était quand même de dire qu'il y a un inoculum qui est présent là depuis entre deux feux. Si on en trouve une ou 10 séquences, on ne convaincra personne, et surtout pas des reviewers, que c'est quelque chose qui est pertinent d'un point de vue écologique. Donc c'est vrai qu'on a été stringent, mais à partir du moment où on savait qu'on avait perdu notre premier pari, qui était est-ce qu'il y a de la Maury ou pas, on a voulu produire quelque chose qui était solide d'un point de vue des communautés endophytiques. Mais effectivement, si on s'intéressait à des espèces en particulier et qui peuvent être très rares, je suis d'accord avec vous. Tu vas peut-être nous le dire dimanche, mais elle est où, la Maury? J'aimerais bien le savoir. Non, honnêtement, je te dirais. C'est quoi les hypothèses que vous avez maintenant? Alors, les hypothèses les plus crédibles, c'est qu'elle se cache quand même dans les pins, mais ailleurs que dans les aiguilles. Donc, heureusement, quand on a fait les prélèvements, on a prélevé aussi d'autres types de tissus. On a prélevé tous les jeunes cônes, par exemple. On se dit peut-être ça se planque là-dedans. On a prélevé de l'écorce. On a prélevé... Qu'est-ce qu'on a prélevé d'autre? C'est déjà pas mal. Hein. Donc, l'écorce, c'est possible sous l'écorce. On n'a pas prélevé les racines parce qu'on n'allait quand même pas faire des trous à l'arrière sur des racines, mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des études de barcoding en Corse ou ailleurs, on ne trouve jamais de séquence de Maury associée aux racines des arbres. Donc, on se dit, si jamais elle y était, on l'aurait vue. Et si elle est dans la terre, ça paraît bizarre quand même que pourquoi elle sort qu'un an après l'incendie, pourquoi pas après? Pourquoi elle est sensible au feu qui a roussi mais pas qu'à carboniser? Si c'est une carbonicole pure, elle devrait être contente qu'il y ait une forêt brûlée au-dessus d'elle. Si c'est qu'elle récupère simplement le carbone inorganique, si la forêt elle crame à fond, la Maury elle devrait être contente. Il y a quand même ce côté, elle ne pousse pas partout selon l'intensité du feu. Donc pour moi, elle doit être planquée quand même dans l'arbre ou associée à la physiologie de l'arbre. Donc peut-être associée aux racines et pourquoi on ne la trouve pas quand on cherche, je n'ai pas d'explication. J'ai cru voir dans la première diapo où vous avez parlé de valorisation phytosanitaire, j'ai cru voir une photographie de mérule pleureuse. Oui. Est-ce que donc c'est un des organismes que vous ciblez sans entrer dans les secrets industriels? Si je dis oui, c'est déjà un secret industriel que je dévoile. J'ai deviné. Oui, à partir du moment de toute façon que je l'ai montré, c'est une des cibles. C'est une des cibles. Mais ce n'est pas la principale. Mes partenaires sont quand même beaucoup plus focalisés sur les plantes, en fait, la culture des plantes économiquement valable. Donc ça va plus être des pathogènes de plantes d'un point de vue économique qui sont plus importants. Même si la mérule occasionne aussi des dégâts. Si je reviens au Maury, si donc l'hypothèse des différentes parties de l'arbre finalement n'est pas validée, est-ce que la litière, avez-vous regardé également la litière? Est-ce que le champignon pourrait survivre à l'état saprophyte dans la litière? Oui, enfin, on n'a pas testé ça directement, mais ça fait partie de ce qui a conduit à cette hypothèse-là, c'est que quand on fait du métabarcoding, y compris sur les sols, donc les litières, parce que quand on fait des analyses pour d'autres types de projets, on va prendre le sol à différentes hauteurs.
Alors oui, peut-être qu'on l'a raté parce qu'on n'a pas pris la bonne strate. Mais vu la sensibilité des techniques, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire. C'est sûr, on sait aussi par des données qui ne sont pas publiées que pas mal d'espèces de morilles ont des modes trophiques qui ne sont pas simples. C'est-à-dire elles ne vont pas être que saprotrophes ou que biotrophes. Il y a des fois en tout cas avec les analyses isotopiques, on se rend compte qu'il y a des espèces de morilles qui ont des modes de nutrition mixtes. Donc elles peuvent être intermédiaires. Donc peut-être des espèces qu'on pensait être biotrophes vont s'avérer dans certaines conditions un peu saprotrophes. C'est possible ça. Puis bon, le fait qu'on découvre aussi de nouvelles espèces de morilles endophytes, ça nous fait penser que c'est vraiment des organismes qui ont une très très grosse capacité d'adaptation trophique. Est-ce qu'elle pourrait être endophyte d'une autre espèce de plante qu'on retrouve dans le même environnement? Ça, c'est peu probable parce que dans ces forêts-là, à part les pins lariciaux, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais est-ce qu'on l'a vraiment regardé? Il faut la regarder dans les herbacées, puisque c'était les endophytes pour l'instant qu'on connaît, c'est dans les herbacées, hein, je crois. Donc, mais c'est uniquement en Amérique du Nord. Enfin, je crois que c'est en Californie ou en tout cas, c'est à l'ouest de l'Amérique du Nord. Il faudrait regarder, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Autre question? J'ai été très surpris de voir que vous avez déterminé l'âge de troncs qui ont tombé il y a 20, 30, 40, 50 ans. Comment vous faites pour déterminer qu'un arbre est tombé il y a 45 ans avec son état de décomposition avancé? Ouais, alors ça, c'est une question qu'il aurait fallu poser à Franck parce que je sais qu'il est très fier de ça. En fait, d'abord, c'est une réserve qui est suivie depuis très longtemps, donc par des forestiers. Donc on sait à peu près les grandes trouées depuis quand elles datent. Mais alors Franck a une méthode, ce n'est pas lui d'ailleurs qui l'a développée, c'est un forestier corse, dont j'ai oublié le nom. Il est très connu en Corse, mais sûrement même en dehors de la Corse, je crois qu'il est décédé maintenant. Lui, il a développé, je crois, une méthode qui consiste à regarder les arbustes qui poussent à côté. Alors, je ne saurais plus vous dire comment ça fonctionne. Je crois que c'est les Philirea angustifolia, qui poussent à côté. Il me semble bien qu'il y a une méthode qui voit en fait les cassures, il peut dater les cassures des branches de ces arbres-là. Il me semble que c'est comme ça qu'il l'a déterminé. Mais à la base, à mon avis, pour pas dire de bêtises, je pense que c'est quand même le suivi forestier qui est dans le fango depuis au moins 30 ans. Et on ne peut pas faire ça partout, effectivement. Ben, sinon, c'est ma prérogative donc de vous remercier pour une présentation très intéressante sur une diversité de sujets, elle aussi très intéressante. L'avenir semble prometteur. Donc, peut-être que dans quelques années, on vous fera revenir pour voir où ça en est. Alors, encore merci. Et pour ceux que ça intéresse, éventuellement, vous pourrez voir, ça pourrait intéresser votre épouse également, parce que la conférence, en fait, va être sur CEF-TV. Alors, elle sera accessible à l'Internet. Alors, tout ce que vous avez dit Oh mince. pourrait se retourner contre vous. Alors, donc, encore merci. C'est pas moi, Steph. C'est pas moi. Merci encore de l'invitation. Merci à vous. Et si jamais il y en a qui sont intéressés, c'était une soutenance sur les endophytes du sapin baumier cet après-midi, alors à 13h30 à la grande salle du pavillon Kruger. Alors, Julien Ponchard qui